Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne année 2021 et le meilleur dans tout ce que vous entreprendrez, que ce soit professionnel ou privé. De mon côté, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2021 qui est un bilan de l'année précédente, riche en innovations, missions, mais aussi marqué par de nombreux retards causés par la Covid-19, apparue fin 2019 à Wuhan en Chine. Commençons donc avec SpaceX qui a durant cette année lancé 14 lots de satellites Starlink, ce qui équivaut à 833 satellites de télécommunication. Les lots 2 à 7 et 11 à 15 comptaient 60 satellites. Les lots 8 et 10 comptaient 58 satellites et le lot 9 comptait quant à lui 57 satellites. Les lots 8, 9 et 10 n'étaient pas constitués du nombre maximal de charges utiles en raison du lancement dit de covoiturage qui correspond à un lancement de satellites normal comme la mission GPS-3 SV04 que l'on reverra plus tard ou le lancement de Sentinel-6A. Bref, SpaceX a profité de l'espace présent dans la fusée pour lancer à 3 reprises ses satellites de télécommunication. Durant cette année, la société du multimilliardaire a ouvert la bêta-test de son service internet par satellite Starlink pendant les incendies de Californie et de Washington, permettant de rétablir la connexion internet qui n'atteint pas encore ses grandes capacités mais qui permet de servir un minimum les sinistrés et les secours. Starlink a donc bien commencé et ce n'est pas près de s'arrêter car le service ne va que s'améliorer en termes de débit, latence, etc. avec le lancement de 23 lots durant cette année qu'est 2021, soit 1380 satellites entre le 5 janvier et le mois de septembre. Bref, SpaceX a profité de l'espace présent dans la fusée pour lancer à 3 reprises ses satellites de télécommunication. Durant cette année, la société du multimilliardaire a ouvert la bêta-test de son service internet par satellite Starlink pendant les incendies de Californie et de Washington, permettant de rétablir la connexion internet qui n'atteint pas encore ses grandes capacités mais qui permettait de servir un minimum les sinistrés et les secours. Starlink a donc bien commencé, ce n'est pas près de s'arrêter car le service ne va que s'améliorer en termes de débit, latence, etc. avec le lancement de 23 lots durant cette nouvelle année qu'est 2021, soit 1380 satellites entre le 5 janvier et le mois de septembre. Il faut savoir que la version bêta est nommée Better Than Nothing, soit mieux que rien en français, car le service actuellement fourni est encore loin du débit final qui devrait atteindre 1 gigabit seconde. L'utilisateur Reddit Wandering Coder a apporté son équipement en pleine forêt dans l'état de l'Idaho, loin de tout réseau mobile. Il a atteint 120 mégabits seconde en réception, 12 mégabits seconde en émission et une latence de 37 millisecondes. Starlink va donc révolutionner le monde de l'internet satellitaire et mondial. L'entreprise a cet été été très critiquée en raison de la pollution lumineuse que les satellites provoquent. Elle a donc tapé du poing sur la table en annonçant que désormais, les satellites allaient être peints en noir et équipés d'un paravent qui empêchera la lumière du soleil de refléter sur la petite taille du satellite. La première couche de satellites Starlink comptera 1600 satellites situés à 550 km d'altitude contre 12 000 satellites entre 1100 et 1300 km à l'origine, avant la modification par SpaceX en automne 2018. Passons maintenant au deuxième plus grand projet et mission de SpaceX, le Starship. En 2020, SpaceX a utilisé 9 prototypes du vaisseau Starship, celui qui surmontera le Super Heavy. On va donc faire un petit récap de ce qui s'est passé. Le SN1 a été détruit le 28 février à la suite d'un Cryogenic Proof Test, soit un test de cryogénisation du prototype pour vérifier si ce dernier était capable de résister aux différentes pressions de vol. Le SN2 a été mis à la retraite à partir du 7 mars après sa réussite sur le pad A à Boca Chica, le site du test du Starship, lors d'un Cryogenic Proof Test où le SN1 avait échoué. Le SN3 a été détruit le 7 avril lors d'un test de cryogénisation, mais l'échec a été provoqué par une erreur de configuration du test et non d'une défaillance de l'appareil. Le SN4 a été détruit le 29 mai après avoir explosé lors de son 5e test d'incendie statique. Le test a utilisé Raptor SN20 qui a fonctionné nominalement. Cependant, dans le cadre du test,
2017, les ombilicaux à déconnexion rapide ont été déconnectés. La déconnexion rapide, QD pour Quick Deconnection, fait référence à un port ombilical permettant le chargement et le déchargement de propulseurs et de fluides, la fixation de la fusée et la fourniture d'une liaison de télémétrie et de communication filière pour les contrôleurs au sol. Les QD doivent effectuer toutes ces tâches tout en étant capables de se libérer et de se déconnecter rapidement, permettant à la fusée de décoller tout en protégeant ses ports sensibles pour une réutilisation facile. Bref, les ombilicaux n'ont pas réussi à fermer correctement leur vanne pendant le processus de déconnexion, laissant fuir une grande quantité de fluide. Le propulseur s'est alors enflammé, entraînant la perte du véhicule Starship. Le SN5 a été mis à la retraite à partir du 4 août après le succès du premier vol d'un prototype SN à 150 mètres d'altitude, quasiment un an après le test du Starhopper qui avait pour but de tester les moteurs Raptor en vol. Le SN6 a été lui aussi mis à la retraite après le 3 septembre avec la réussite du test en vol, le même test que le SN5. Le SN7 a été détruit le 23 juin. Oui, le SN5 et SN6 ont été testés avant le SN7. À la suite d'un cryogenic proof test, on pense que le réservoir d'essai du Starship SN7 a atteint une pression record lors de son deuxième essai cryogénique jusqu'à l'échec. Cependant, SpaceX n'a pas officiellement confirmé la pression qu'il a atteint. Le SN7.1 a été détruit le 23 septembre. SpaceX a réussi à pressuriser le réservoir d'essai du SN7.1 jusqu'à ce qu'il échoue. Le test visait à aider et déterminer les tolérances de pression de la conception. SN7.1 a atteint un différentiel de 8 bars en creux et de 9 bars à la base avant de tomber en panne. Le SN8 a été détruit le 9 décembre après avoir volé avec succès à environ 12,5 km d'altitude. Il a démontré une descente contrôlée, une manœuvre de retournement réussie avec le rallumage du moteur Raptor, mais a eu un atterrissage dur en raison du manque de pression dans le réservoir principal. L'anomalie a entraîné la perte du véhicule. Il faut savoir que quand un prototype explose, c'est certes la perte d'un SN qui a un certain coût, mais les prototypes sont équipés d'une multitude de capteurs et cela permet à SpaceX de ne pas se rater sur le test suivant et d'avancer en s'améliorant. Fin mai, SpaceX a marqué l'histoire de l'astronautique avec le premier lancement habité de la société, la première fois qu'une société privée envoyait des hommes dans l'espace, et le retour de l'autonomie et la capacité de la première puissance mondiale à envoyer des hommes dans l'espace. Comme vous le savez, la NASA, ou National Aeronautic and Space Administration, a mis à la retraite les navettes spatiales, enfin ce qu'il en restait, car sur les 5 navettes qui ont mis en orbite, il n'en restait plus que 3 à la fin du programme en 2011, après STS-135. Les navettes, symbole incontesté de l'agence gouvernementale, ont servi la recherche et le progrès pendant 30 ans, avec le lancement par exemple du célèbre télescope Hubble, ou encore la construction, le ravitaillement et l'acheminement de nouveaux modules à l'ISS. Le 28 janvier 1983 et le 1er février 2003, la NASA était en deuil après les accidents de Columbia et Challenger, ce qui a en partie provoqué l'arrêt du programme en 2011. La première puissance mondiale n'avait donc plus accès directement à l'ISS et était obligée de passer par les fusées Soyouz qui décollent toujours depuis Baïkonour au Kazakhstan. C'est donc 3 ans après l'arrêt des navettes, en 2014, que la NASA désigne SpaceX et Boeing pour la conception d'une nouvelle capsule destinée à marquer le retour de l'autonomie américaine au sujet de l'ISS. En décembre 2019, Boeing avait envoyé la capsule CST-100 Starliner sans équipage dans l'espace, ayant pour but de s'amarrer à l'ISS, un test comme la mission Crew Demo 1. Cependant, la capsule n'a pas réussi à arriver à bon port. SpaceX de son côté a, comme vous vous en doutez, réussi à concevoir une capsule de haute technologie en 6 ans. Cette capsule peut donc envoyer des hommes, comme la mission Crew Demo 2 avec Doug Gurley et Bob Behnken le 30 mai dernier, ou encore servir de ravitailleur avec par exemple la mission CRS-21 le 7 décembre dernier. Concernant les missions CRS, signifiant Commercial Resupply Service, il s'agit des missions opérées par SpaceX depuis 2012, à la suite de l'arrêt, on vient de le voir, du Space Shuttle Program,
qui ont pour but de ravitailler la Station spatiale internationale. Avant, les missions étaient opérées par la capsule Dragon d'octobre 2012 à mars 2020, mais à la suite de la mission Crew Demo 2 en mai dernier, c'est la capsule Crew Dragon qui a pris le relais avec une version cargo. Pour conclure, l'entreprise du récent homme le plus riche au monde a effectué 26 lancements, un record, avec des Falcon 9, la seule fusée utilisée cette année, dont 26 succès, pas mal, 5 missions Dragon, dont 2 habitées, 6 astronautes envoyés vers l'ISS, 3 tests suborbitaux du Starship, 833 satellites Starlink et 841 satellites envoyés en orbite. Il faut savoir qu'en 2021, SpaceX a 29 missions prévues, dont une avec la Falcon Heavy, auxquelles vont s'ajouter les différents tests du Starship et du Super Heavy. Du côté du LA Launch, on retient le mémorable décollage de la fusée Atlas V, le 30 juillet dernier, avec à son bord le rover Perseverance et son acolyte, l'hélicoptère Ingenuity, qui auront comme mission d'étudier l'ancien environnement de la planète rouge. Un nouvel ami pour les deux célèbres rovers martiens Curiosity et Opportunity, lancés respectivement en 2003 et 2011, soit une arrivée 6 mois après leur décollage. Lors de l'année 2020, la société américaine a effectué 6 missions. La mission Mars 2020, que l'on vient de voir, la mission Solar Orbiter, qui a permis le lancement d'un satellite du même nom, qui travaille avec la sonde Parker, qui observe depuis 2018 le Soleil. Les deux satellites fourniront des images inédites de notre étoile, notre bon vieux Soleil. ULA Launch a aussi effectué la mission USSF-7. Il s'agit du véhicule réutilisable X-37B pour son 3e vol dans l'espace. Le X-37 est un prototype de navette spatiale sans équipage, développé initialement par la NASA dans le cadre du projet lancé en 1998 pour mettre au point de nouvelles technologies pour les décollages orbitaux et les rentrées atmosphériques et préparer le remplacement de la navette spatiale américaine. Le X-37, dérivé du X-40A de Boeing, a grandi d'environ 20%. C'est un engin de taille réduite pesant 5,45 tonnes, doté d'une soute cargo et avec une capacité de manœuvre orbitale importante. Il est placé en orbite par un lanceur Atlas V ou Falcon 9 de SpaceX et se pose de manière automatique sur une piste d'atterrissage. En 2004, à la suite de la suppression du budget alloué à la NASA pour ce projet, celui-ci est repris par la DARPA, l'agence de recherche militaire américaine. En 2006, pour des raisons financières, cette dernière transfère le projet à l'USAF pour United Space Air Force, qui la remet en 2020 à l'US Space Force, nouvellement créée. Les missions que peut remplir le X-37 au service des forces armées des États-Unis ne sont pas connues car le projet est classé confidentiel depuis 2004. Pour info, le X-37A désigne la version militaire et le X-37B désigne la version de la NASA. En mars 2020, la société a lancé un satellite AEHF pour Advances Extremely High Frequency, qui est une constellation de satellites de télécommunications militaires exploitée à l'origine par la Air Force Space Command, puis depuis 2020 par son successeur, la United States Space Force. Pour terminer avec ULA Launch, elle a fait décoller une Atlas V et une Atlas IV Heavy pour les missions NROL 44 et NROL 101. La mission NROL 44 a été reportée 8 fois en raison de dysfonctionnement de la fusée et du pas de tir, de conditions météorologiques défavorables et d'un besoin de contrôle supplémentaire sur la fusée et sur son ou ses occupants. Je vous rappelle que les missions NROL sont des missions opérées par SpaceX et ULA Launch qui ont pour but de lancer des objets dans l'espace pour le compte de la NRO, la National Reconnaissance Office. Il s'agirait de satellites espions utilisés par la première puissance mondiale, les États-Unis. On retourne en océan Atlantique maintenant, en Guyane française plus précisément, à Kourou, où Ariane Space a effectué 10 lancements en 2020, 3 grâce à la célèbre fusée européenne Ariane 5 ECA, qui en 2021 cédera, si tout se passe bien, sa place à sa petite sœur, l'Ariane 6, mais ça on en reparlera plus tard. Il y a eu également 2 décollages de fusée Vega et 5 décollages de Soyouz. Les 7 satellites lancés par l'Ariane 5 ECA
sont des satellites dits GTO, qui signifie Geostationary Transfer Orbit, soit en français orbite de transfert géostationnaire. L'orbite géostationnaire est un type d'orbite où les satellites gravitent autour de la Terre dans le même sens que cette dernière, d'ouest en est, avec un orbite circulaire, soit d'une excentricité nulle. La trajectoire du satellite forme un cercle quasi parfait et non un ovale, et qui représente une inclinaison nulle. Les satellites lancés ont comme petit nom Eutelsat Connect, GSat 30, GCSat 17, GeoComSat 2B, Galaxy 30, MEV2 et BSat 4B. Pour les lancements Soyuz STA Frégate M, il y en a eu deux, la mission VS-24 avec le lancement de Falcon Eyes 2, le 2 décembre. Pour la faire courte, le 22 juillet 2018, les forces armées des Émirats Arabes Unis ont conclu un contrat avec Astrium Satellite et Thales Alenia Space pour fournir le système de reconnaissance optique haute résolution Falcon Eye. Les satellites sont basés sur les versions améliorées des satellites français d'observation de la Terre Pléiades HR. Il comportera le système d'imagerie HIRL, High Resolution Imager, avec une résolution au sol de 70 cm sur une bande de 20 km. Le satellite devait initialement décoller sur un Vega italien, mais l'échec de la mission Falcon Eye 1 a conduit le vol à être transféré sur un Soyuz français. Le deuxième décollage de Soyuz STA Frégate M a eu lieu le 29 décembre dernier, avec le lancement du satellite CSO2. Le satellite CSO2 est le deuxième satellite dédié à l'observation militaire de la composante spatiale optique, CSO, une constellation de 3 satellites identiques placés sur des orbites polaires d'altitudes différentes et affectés à 2 missions, reconnaissance pour CSO1 et CSO3 et identification pour CSO2. Avec Soyuz 2.1b, c'est 3 missions en collaboration avec Starsem qui ont eu lieu. C'est dans le cadre du contrat du déploiement des satellites OneWeb qui se font depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. 3 missions qui se sont soldées par des succès. C'est dans le cadre du contrat du déploiement des satellites OneWeb qui se font depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. 3 missions qui se sont soldées par des succès. Pour rappel, OneWeb, connu antérieurement sous le nom de Worldview, est un projet de constellation d'environ 600 satellites de télécommunications circulant sur une orbite basse pour fournir aux particuliers un accès à Internet à haut débit dans les régions non desservies par les liaisons terrestres à partir de 2022. C'est un projet similaire à Starlink. On va s'attaquer désormais aux lancements Vega qui se sont soldés par un succès et un échec. Après 6 reports en raison de la pandémie de coronavirus, de conditions météorologiques défavorables, la mission VV16 a marqué le retour de la fusée légère européenne sur le pas de tir avec le lancement groupé de 53 satellites pour le compte de 21 clients à l'occasion du vol de validation du nouveau service de lancement de petits satellites CSM, Small Spacecraft Mission Service, signé par Spaceflight. Le deuxième lancement de Vega pour la mission Vega VV17 s'est nettement moins bien passé avec l'abandon de la fusée suite à un dysfonctionnement après le décollage de l'appareil. À son bord, Taranis et Ceosat. Ingenio ou Ceosat Ingenio est un projet espagnol visant à produire un satellite capable de fournir des images à grand champ à une résolution panchromatique de 2,5 mètres et une résolution de 10 mètres. C'est le premier satellite d'imagerie optique d'Espagne. Le satellite fait partie du programme espagnol de satellites d'observation des terres. Taranis, quant à lui, du nom du dieu celtique de la foudre et du tonnerre, était un satellite d'observation de l'Agence spatiale française, le CNES. Le satellite était destiné à collecter des données sur les événements transitoires observés lors des orages. Ces événements se produisent entre le milieu et la haute atmosphère, l'ignosphère et la magnétosphère, ceinture de rayonnement. Les phénomènes qui en résultent dans la lumière visible sont appelés événements lumineux transitoires, TLE, et prennent une grande diversité de formes, elfe, halo, jet bleu, etc., variant en couleur, forme et durée. Les orages sont également connus pour générer des émissions de rayons gamma et X, appelés éclairs gamma terrestres, TGF, générés par des champs magnétiques intenses
dans lesquels les électrons sont accélérés au point d'atteindre une énergie jusqu'à 30 mégavolts. Le lien entre TLE et TGF est l'une des questions scientifiques de la mission Taranis. La précipitation des électrons induite par la foudre, LEP, devait également être étudiée. Le moniteur d'interaction atmosphère-espace devait fonctionner en même temps que Taranis et fournir des observations complémentaires. Pendant cette année si particulière, Arianespace a fait une annonce de la plus haute importance concernant l'avenir de la société et celui de l'Union européenne. En effet, la remplaçante de l'Ariane 5, en service depuis 24 ans, le premier vol de cette nouvelle génération de fusées a eu lieu le 4 juin 1996, même si l'Ariane 5 a subi quelques modifications, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je disais donc que la remplaçante d'Ariane 5, qui est tout bonnement l'Ariane 6, devait effectuer son premier vol, son vol inaugural, durant le second semestre 2020, mais à cause de la crise de la Covid-19 qui a provoqué l'arrêt complet du centre spatial guyanais, le poumon de la société européenne, la nouvelle génération de fusées plus économiques et plus écologiques n'a pas pu voir le scintillement des étoiles. Le report d'Ariane 6 a aussi donné du retard au programme Galileo. Galileo est un système de positionnement par satellite développé par l'Union européenne dans le cadre du programme éponyme et incluant un segment spatial dont le développement devait s'achever vers 2020, mais avec un retard d'environ 1 an pour la conception et le retard d'Ariane 6, le lancement de Galileo a été provisoirement remis au Soyouz, le temps que Ariane 6 prenne le relais. Les prochains lancements de Galileo sont prévus pour juin 2021 avec Soyouz STB, puis avec 7 lancements de juillet 2022 à janvier 2026 grâce à la nouvelle Ariane 62 qui est la version Ariane 6, version 2, soit avec 2 boosters. Bref, on continue. Toujours concernant les innovations d'Arianespace, un projet a vu le jour en 2015 qui devient sérieux depuis début 2020, le projet Callisto. Le projet Callisto est un projet de transition entre Ariane 6 et Ariane Next qui devrait décoller durant la décennie 2030 et permettre à la plus réussie des activités européennes, jusqu'alors jamais entreprises, de pouvoir marquer l'histoire avec un lanceur réutilisable et de pouvoir, si tel est le cas, si l'engouement se fait, si la fusée est fiable, de pouvoir concurrencer le géant de l'astronautique SpaceX. Bref, en 2020, le projet Callisto a bien avancé et le premier vol de ce démonstrateur est prévu pour 2023. Au fait, Callisto est un acronyme pour Cooperative Action Landing to Launcher Innovation and Stage 2 Spark Operation, soit en français Action coopérative menant à l'innovation du lanceur dans les opérations de renvoi. Alors pourquoi action coopérative ? Eh bien c'est très simple, la fusée est développée par 3 agences gouvernementales, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales qui représente la France, la DLR pour Centre Allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, et la JAXA, la Japan Aerospace Exploration Agency, signifiant en français l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. Le projet Callisto a repris l'ancien pas de tir de la fusée Diamant, une fusée européenne des années 60-70. On reparlera du programme Diamant et du projet Callisto très bientôt. Arianespace va aussi, durant cette nouvelle année, inaugurer un nouveau modèle de fusée, la Vega C, qui remplacera la Vega standard actuellement utilisée. La Vega C est donc une amélioration de Vega sur le point économique. La fusée sera moins chère à construire et à lancer. Au niveau de la capacité, la fusée pourra envoyer un nombre plus important de satellites avec un poids supérieur. Du côté puissance, car les moteurs utilisés pour le premier, deuxième, troisième et quatrième étage sont plus puissants et plus économiques. Et on va finir sur ça, Vega C possède une gamme d'adaptateurs très large, un lanceur très flexible capable de répondre aux besoins du marché. Il existe 5 adaptateurs différents, le SSMSC, pour les petits satellites d'environ 1 kg, lancement de plusieurs unités s'élevant souvent au nombre de 10. Vespa C pour les satellites de taille moyenne, lancement de 2 à 4 unités. Vampire pour le lancement d'un seul satellite de grosse taille. Vénus pour la mise en orbite de transfert de satellites. Et Space Rider. Space Rider est un laboratoire robotique non équipé d'environ la taille de 2 mini-fourgonnettes. Avec son lancement sur Vega C, il restera en orbite basse pendant environ 2 mois,
Des expériences à l'intérieur de sa soute permettront la démonstration technologique et profiteront à la recherche en pharmacie, biomédecine, biologie et sciences physiques. À la fin de sa mission, Space Rider reviendra sur Terre avec ses expériences et atterrira sur une piste pour être déchargé et remis à neuf pour un nouveau vol. Le nouveau lanceur léger européen sera capable d'emporter jusqu'à 2,3 tonnes vers l'orbite basse pour un coût réduit de 60 satellites par rapport à la version actuelle de Vega en service depuis février 2012. Vega C va donc faire son baptême de l'air mi-2021, de quoi selon les plans relancer l'économie et l'attractivité de la société européenne et commencer à véritablement concurrencer SpaceX. Le moteur de nouvelle génération appelé Prometheus pour Precursor Reusable Oxygen Methane Cost Effective Engine servira les prochains modèles d'Ariane 6 et Ariane Next à l'horizon de 2030. L'objectif est de diviser par 10 le coût de production de ce type d'engin tout en gardant une poussée de 100 tonnes et une impulsion spécifique de 360 secondes. Ce moteur qui brûlera un mélange de LOX, oxygène liquide, et de méthane liquide sera entièrement contrôlé par électronique et fabriqué par imprimante 3D. On reparlera des projets d'Ariane Group comme Prometheus, Callisto ou encore Themis dans une vidéo dédiée aux futurs projets d'Ariane Space pour survivre au tournant que prend l'astronautique avec l'arrivée de plusieurs sociétés du New Space. Voilà pour cette première partie du bilan 2020, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, remarques, conseils ou suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je les lirai avec attention. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.